Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler cyclisme, nouveau top 10, fin de saison. Et aujourd'hui, on va revenir sur les révélations de l'année 2023. C'est un classement très important pour savoir quelles seront peut-être les futures pépites dès qu'on a déjà vu en 2023 et puis des concurrents qui se sont vraiment révélés cette année alors qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. C'est ça le classement des révélations 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, avec ce classement. PS 2.0 sur la plateforme podcast, TikTok, le débrief des compétitions que je vois en direct en ce moment, notamment le biathlon. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout quand vous mettez toutes les notifications. Le petit pouce bleu, ça permet de mieux mettre en avant la vidéo. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Important ce classement des top 10 des révélations. Alors, on va faire une petite mise au point sur ce classement parce que je pense que c'est important. Voilà, pour pas qu'il y ait dans les messages, dans des commentaires de gens qui ne comprennent pas. Déjà, c'est un classement personnel. Il n'y a aucun nom présent en 2022. C'est-à-dire que si vous prenez le classement 2022 et que vous regardez le classement 2023, vous allez me dire je comprends pas, il y a des noms que moi j'aurais bien mis en 2023. S'ils ont déjà été mis en 2022, ils ne peuvent pas être mis en 2023 parce que je considère qu'une révélation peut pas être révélation 3 années d'affilée, quoi. Une révélation, c'est vraiment une fois. Ça peut pas être pendant 5 ans, le mot révélation. Donc c'est pas le classement des coureurs de moins de 25 ans. C'est vraiment le classement des révélations. Ce qui fait que vous pouvez aussi retrouver des coureurs qui ne sont pas si jeunes que ça dans ce classement. C'est-à-dire des coureurs qui se sont révélés, mais un petit peu sur le tard. Autre chose, il n'y a aucun nom impliqué dans des affaires. Il n'y a pas donc ni Tyson, qui de toute manière n'aurait pas fait partie du classement, mais surtout Luis Aular. L'affaire Cara Rural fait qu'au niveau de ses résultats, on peut avoir des doutes sur son niveau de performance. Donc ce qui fait que tous les concurrents qui sont dans ce classement sont des coureurs qui n'ont pas été impliqués, à mon avis. Voilà, ce que j'ai lu en termes de résultats, là, en termes d'informations qui m'ont été que j'ai récupérées, voilà, n'ont pas été impliqués dans des affaires, ou soit ils ont été impliqués dans des affaires, mais ils ont été blanchis ou ils ont avoué leur faute. C'est le cas d'un des concurrents de ce classement, c'est pour ça que je dis ça, et surtout donc vous ne verrez pas des concurrents qui étaient dans le classement de l'année dernière. Si vous allez peut-être vous dire il n'y a pas beaucoup de coureurs français, c'est normal, c'est forcément des révélations qu'une fois, après avoir fait cette petite mise au point sur le classement, je pense qu'on peut démarrer sur le top 10 des révélations et on commence tout de suite avec le concurrent numéro 10. Le 10e de ce classement, c'est le seul français cette année qui est présent dans ce classement. Et oui, vous ne verrez pas de Romain Grégoire, de Lenny Martinez, qui pour moi étaient plutôt des révélations de l'année dernière. C'est Paul Magnier, le coureur de la Trinity Racing, qui va rejoindre l'année prochaine la Soudal Quick-Step. Soudal Quick-Step qui a plutôt recruté des jeunes coureurs, notamment des jeunes coureurs français. Je pense également à Antoine Ubi, qui était du côté du Vendée U. Alors, Paul Magnier, sa saison. Si on regarde sa saison 2023, là j'étais sur sa saison 2022, 3e des championnats d'Europe. On retrouve également la 4e place du classement des jeunes du Tour de Grande-Bretagne. Vous avez également la 16e place du Tour du Limousin, avec notamment la 2e place sur la dernière étape. Et puis il a également participé à Grande Camino, 42e du Tour de Bretagne cycliste également sur cette saison où il a réalisé peu de jours de course. Pourquoi ? Parce que Paul Magnier fait également du VTT où il a été performant, notamment au championnat du monde, c'était du côté de Glasgow où il était présent en VTT. Que dire de la saison de Paul Magnier ? Que c'est très bien.
C'est très bien. Moi, j'ai vu notamment son tour du Limousin, une coupure de lumière, vous inquiétez pas. Son tour du Limousin, c'était vraiment une course très intéressante. J'ai vraiment bien aimé son Tour du Limousin. J'ai trouvé qu'il avait fait du très très bon travail sur cette épreuve. Parce que notamment sur le dernier jour où il prend la deuxième place, c'est pas une étape facile. L'arrivée à Limoges est toujours très compliquée, un petit peu en faux plat montant. Et je trouve qu'il a réussi à faire du bon boulot alors qu'il avait déjà tenté des attaques auparavant dans cette étape. Il a fait un énorme travail aussi pour ses équipiers. Donc non, il a fait vraiment un énorme tour du Limousin. Il fallait le souligner. Après, bon, sur le Tour de Bretagne, je ne l'ai pas suivi, ce Tour de Bretagne, mais j'ai trouvé vraiment que sur le Tour du Limousin, c'était vraiment du très très bon travail. Sur les championnats d'Europe, il est également vraiment dans le coup. Il fait vraiment une très belle course. Alors, j'ai pas vu, il fait également 36e du Tour de Lombardie, moins de 23 ans. Il faut savoir qu'il est derrière Henrik Pedersen. Et il est derrière Ivan Romero. Donc, ils ont quand même deux très bons coureurs, mais devant Mads Mikkels, par exemple. Sur un parcours qui était peut-être un peu plat pour lui, parce que pour moi Paul Magnier, alors j'ai vu ça notamment quand ils ont annoncé son recrutement chez Quick-Step, il disait sprinter puncher. Je ne suis pas d'accord. Pour moi c'est un puncher qui a une très bonne pointe de vitesse, hein, mais c'est pas un sprinter. Pour moi il y a coureur plus rapide que lui. Pour moi il a plus des qualités de puncher. Notamment quand on voit sur le Tour du Limousin, bon, il est deuxième, mais derrière Hugo Page. Et, il fallait être costaud quand même ce jour-là. Pour moi, c'est un puncher principalement qui a des qualités de pointe de vitesse, mais c'est un puncher. Bon, de toute manière, c'est souvent le cas quand on fait du VTT. On a des qualités de puncher assez naturelles. Parce que les côtes en VTT sont assez courtes, donc ça vous oblige à faire des efforts de type puncher. Tous les mecs qui ont fait du VTT, normalement, ils avaient quand même plutôt des qualités à pouvoir changer de rythme assez rapidement. Je pense à un Cadel Evans, il n'était pas mauvais dans ce type d'effort-là, même si ensuite il était plutôt grimpeur, mais il avait quand même un petit talent de puncher. Alors, je dirais que le contre-exemple, c'est Jean-Christophe Perrault. Mais souvent, quand même, on a des petits talents de puncher quand on est bon dans cette discipline-là du côté du VTT. Bah, moi, j'attends l'année prochaine chez Soudal un beau programme pour lui. Pourquoi pas avec des classiques ardennaises, parce que je pense que c'est un profil qui peut lui convenir. Dans une équipe qui est dans une situation qui n'est pas forcément évidente, hein. On ne sait pas si l'équipe va continuer encore très longtemps, mais ça peut lui permettre vraiment de gagner sa place dans une structure qui a perdu quand même pas mal de leaders. Donc ça peut être intéressant pour lui, avec un Julien Alaphilippe qui a peut-être un petit peu de mal. Ça peut être un coureur qui peut, un Maury Van Sevenant où on ne sait pas trop où il en est. Un Paul Magnier, ça peut être intéressant. Ça va être vraiment intéressant pour moi. Bah tiens, en parlant de Soudal Quick-Step, on parlait de profil de coureur un petit peu pour Paul Magnier. Pour moi, c'est un profil de coureur. Aujourd'hui, Paul Magnier, qui n'est pas sprinter, mais qui pourrait correspondre à Andrea Baggioli, par exemple. Alors, qui n'est plus chez Soudal Quick-Step, mais pour moi, c'est un profil de coureur qui est assez proche d'un Baggioli, avec en premier des qualités de puncher. Pour moi, voilà, c'est un puncher avec une bonne pointe de vitesse, Paul Magnier. Et on voit que la Trinity Racing, c'est aussi une belle structure qui permet de trouver des bons coureurs l'année prochaine avec ces maillots très particuliers. Mais on voit que c'est quand même une équipe qui est intéressante pour former, avec notamment Adrien Bouachy, voilà, qui était l'autre français qu'on avait vu également sur le Tour du Limousin. Et puis l'année prochaine, il va y avoir pas mal de concurrents. Il y a Finlay Pickering également qui est dans cette équipe. Joseph Pidcock également. Donc voilà, c'est une belle structure qui l'année prochaine repart avec notamment Hugo Fabry, autre coureur français dans cette formation. On passe tout de suite au concurrent numéro 9. Le concurrent numéro 9, c'est l'une des belles surprises de cette fin de saison. Il est américain, il est dans l'équipe Israel Première
Tech, mais qui s'appelle, si, encore Israël Première Tech, parce que je ne sais jamais le nom de cette équipe. C'est Riley Sheehan, le vainqueur de la dernière édition de Paris Tour. Lui qui était, on va dire, stagiaire jusqu'à maintenant chez Israël, qui a désormais un contrat de 3 ans, qui était également avec les Denver Disruptors dans ce championnat de Critérium, course américaine, qui a été inventé cette année. Concurrent qui était dans l'équipe continentale, même Israël Première Tech U23 Cycling Project, donc l'équipe réserve de Israël. Vainqueur donc de Paris Tour, 9e de la Marineland Cycling Classic, 16e du Goxe Prize, 18e de la Lotto Famen Ardennes Classic, je vais y arriver, 6e de la Japan Cup Cycle Road après une échappée de 106 km, également 2e de la Japan Cup Critérium, vainqueur des championnats des États-Unis des Critérium, qui est une course qui est très importante aux États-Unis, vainqueur également de la Walmart Joe Martin Stage Race, donc course locale, et de la Miami Beach Invitational également, 9e de cette course-là. Ce qui est intéressant avec ce coureur, Riley Sheehan, on est vraiment sur un mec de 23 ans qui jusqu'à maintenant n'avait pas eu de grands résultats. C'est-à-dire qu'à chaque fois on nous met en avant, il faut bien le dire, les Remco Evenepoel, les profils à la Pogacar, les profils qui à 19-20 ans arrivent et sont déjà talentueux. Je pense également à Lenny Martinez. On est en train de faire un cyclisme où, après 23-24 ans, si t'as pas réussi une grande victoire, et grosso modo, t'es finito. Alors que, il faut bien comprendre qu'il y a des coureurs cyclistes qui arrivent à maturité beaucoup plus tard, comme des footballeurs, comme des rugbyman, et que c'est un peu le problème en ce moment du sport professionnel, de vouloir prendre des coureurs de plus en plus jeunes, c'est qu'on oublie parfois qu'il y a des talents qui ont besoin de temps pour s'exprimer. Et Riley Sheehan, on est vraiment sur cette situation-là, c'est-à-dire qu'il a été stagiaire pendant 6 mois chez Riley Cycling, par exemple en 2021, pas de grands résultats. Quand vous regardez même, il a très peu de grands résultats, hein, parce que j'avais regardé un petit peu son palmarès, il a fait le Tour de l'Avenir, mais qu'il avait traversé en 2019, voilà, sans résultat majeur. Champion junior des États-Unis, qui était son résultat, on va dire, presque majeur à l'international. Il n'y avait pas eu de grands résultats. Jusqu'à maintenant, même sur les courses juniors, les courses de jeunes européennes, il n'avait pas fait de grandes victoires. Voilà. Donc c'est vrai que quand on le voit arriver sur Paris Tour, moi quand je le vois sur Paris Tour, je me dis, bon, bah, c'est qui ce coureur-là, quoi. Moi je vois une carcasse voilà, plutôt longiligne arriver, je me dis, bon, ce coureur-là, on va voir ce que ça va donner. Mais là, quand je le vois sur le parcours, je me dis pas, tiens, on est sur un futur winner. Surtout quand on voit la course que fait la Groupama, par exemple, ce jour-là. Mais je trouve qu'il a été très bon tactiquement parce qu'il a un peu laissé faire les autres. Il a laissé faire les autres coureurs qui attaquaient. Il a senti un peu les coups. Et puis au sprint, il a été très bon à l'arrivée. Voilà, il fait vraiment une très belle victoire. Et puis surtout, après, derrière, il confirme. Donc ça, c'est intéressant. Alors vous allez me dire, pourquoi tu ne l'as pas mis plus haut dans le classement ? Parce que ça reste quand même un phénomène qui a commencé en septembre, qui s'est fini 15 octobre, on verra ensuite. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un coureur qui jusqu'à maintenant n'avait rien fait en termes de grands résultats, qui n'était même plus techniquement dans une équipe professionnelle sur route. Donc, il va falloir voir si ça va tenir dans le temps. J'émets encore des réserves sur Riley Sheehan, sur sa capacité à reproduire ces résultats-là dans le temps. S'il arrive à le faire, excellent. Là, je dirais bravo, Monsieur Sheehan, l'année prochaine. Et il fera peut-être parmi des top coureurs des classiques. Mais aujourd'hui, du côté de Riley Sheehan, j'émets encore des réserves parce que pour moi, sa révélation s'est faite assez tardivement dans l'année, donc parfois c'est quand même un coureur qui avait peu couru sur la saison des courses professionnelles, donc parfois la différence d'état de forme fait que
tu te retrouves à être hyper performant par rapport à des coureurs qui sont un petit peu fatigués. Mais il va falloir voir si ça tient dans le temps, si ça tient l'année prochaine. Donc ça va être la grande interrogation. Ou est-ce que c'est juste, on va dire, un résultat d'un jour ou de 2-3 jours, on va dire, et que ça ne tiendra pas sur la saison. Ça, c'est la grande question. Mais on le saura. On lui a donné un contrat de 3 ans. Ça est intéressant de voir quand même qu'Israël l'a repéré. C'est intéressant aussi de voir qu'Israël maintenant mise sur les jeunes coureurs plutôt que de miser sur les anciennes stars qui, on avait l'impression, un petit peu venaient chez Israël pour une retraite, que ce soit Fuglsang, Froome ou d'autres, ou même Michael Woods, puisque le nombre de trentenaires dans cette formation est assez incroyable. Ça fait du bien de voir depuis quelques temps qu'ils essayent quand même un peu de rajeunir leur équipe et de manière un peu plus importante, et surtout de trouver des jeunes pépites, des jeunes coureurs. Là, ils en ont quelques-uns dans leur effectif 2024 qui vont être beaucoup plus jeunes. Je pense... attendez. Oui, je vais avoir l'âge à l'envers. Je pense à Richie Tello, je pense également à Ethan Vernon, qui sont des jeunes coureurs. Même Corbin Strong, Marco Frigo. Aussi, c'est intéressant de voir qu'ils s'intéressent à des coureurs un peu plus jeunes qu'avant, où avant ils avaient plutôt tendance à prendre des plus de 30 ans. Alors il y a encore 11 coureurs qui ont plus de 30 ans dans cette formation, mais on voit qu'on progresse quand même dans le fait de rajeunir un petit peu l'effectif, et puis ça fait du bien de voir que les scouts n'ont pas été mauvais pour le trouver et pour aller le mettre en tant que stagiaire dans cette formation. On passe tout de suite au 8e concurrent de ce classement. Le 8e concurrent de ce classement. Alors vous allez me dire, peut-être que certains l'auraient mis un petit peu plus haut. Mais sur le Tour de l'Avenir, il est un petit peu déçu en fin de course. Il est américain, il est également chez Israel Premier Tech, j'ai cité son nom précédemment. C'est Matthew Richitello. L'américain, grimpeur, futur pépite des grands tours américains, Mathieu Richitello, peut-être le futur Jorgensen, le futur TJ Van Garderen, le futur Selkes, maintenant on peut dire, Mathieu Richitello. Intéressant sur la première partie de saison, moi j'avais bien aimé notamment son Tour des Alpes, on en avait parlé lors de cette course, je m'en souviens encore très bien, où il avait... fini 3e du classement des jeunes, 8e de l'étape de Brantonico San Valentino, qui était l'étape la plus dure de cette épreuve. 9e également du Tour de San Juan. Alors là, je ne sais plus si on en avait parlé sur le Tour de San Juan, il avait remporté le classement des jeunes. 17e de l'UAE Tour. Donc sur le Tour des Alpes, il avait fini 16e, 53e du Tour de Catalogne. Sur le Tour d'Italie, il n'a pas fait un Tour d'Italie très marquant, mais en même temps il était très jeune, donc pas forcément évident. Il fait que je retrouve 11e du contre-la-montre du Montelucciari, quand même, qui était un contre-la-montre très difficile, et 12e de l'étape de Lago Laceno. Et puis on le retrouve 14e de la CIC Mont Ventoux David Challenge. Ensuite il a fait le Tour de l'Avenir. Il finit 4e du général. Vainqueur du contre-la-montre vers les Carélis. Et puis 7e au lac d'Aiguebette. 2e du col de la Lauze également. Et 9e à Val-Cenis. Sur le col du Mont-Cenis. Il a un peu foiré en fait son dernier week-end. Il faut bien le dire, ça a été un petit peu compliqué, notamment l'étape 8 pour Mathieu Richitello, parce que c'était presque le favori du dernier week-end. Et puis il est tombé sur un très grand Isaac Del Toro, donc ça c'est un petit peu dommageable. Après on sait que c'est un coureur qui avait un énorme potentiel, s'il avait remporté également l'Istrian Spring Trophy, qui est une grande course. En 2022, il est passé chez Hagens Berman Axeon, l'équipe d'Axel Maire, je vous en parle assez souvent de cette formation qui a formé un nombre de coureurs, du Tao Gegenhardt, enfin, voilà, c'est vraiment la structure, l'une des structures qui a le plus de jeunes coureurs. La Morgado par exemple, Emile Herzog était passé par cette structure, non pas Emile Herzog pardon, mais Morgado était passé par cette structure. Enfin c'est vraiment l'équipe où il faut passer quand on est jeune coureur maintenant. Il y avait un moment SEG Racing Academy.
Bon voilà, maintenant vous avez Hagens, Berman, Axeon, passé également par la réserve de la Groupama, ça fait partie des structures qui sont bien en place pour les jeunes coureurs, qui permettent à ces jeunes coureurs également de progresser. Et ça c'est très intéressant de mûrir sans avoir trop la pression du monde extérieur, ce qui pourrait être le cas quand on est en World Tour. Et c'est ce qui a permis à ce coureur-là de progresser. Ça fait partie voilà, des nouvelles pépites qu'ont recruté Israël. C'était sa première année complète en World Tour. Alors au final, il a assez peu couru en jours de course. Il a que 56 jours de course. Parce qu'après le Tour d'Italie, il a fait que la CIC Mont Ventoux et ensuite c'était le Tour de l'Avenir qui était avec les États-Unis. Ça reste quand même intéressant, même si son Tour d'Italie n'a peut-être pas été forcément facile. Il est jeune aussi, donc c'est pas toujours facile. On l'a vu avec Lenny Martinez par exemple. Son Tour d'Espagne a été compliqué. Sur un Tour d'Italie, c'était encore plus compliqué de démarrer sur un Tour d'Italie, je trouve. Mais pour moi, voilà, ça fait partie voilà, des belles pépites. Dommage, voilà, son Tour de l'Avenir. C'est vrai qu'il partait quand même parmi les favoris. Et puis, il a eu un petit peu de mal à finir. C'est vrai qu'il est tombé aussi sur un très grand Mexicain, Isaac Del Toro. Mais ça a été un petit peu compliqué pour lui. Mais sinon, l'année a été très intéressante pour Mathieu Rucitolo. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, pour tout vous dire. Mais moi, j'avais bien aimé son Tour des Alpes. Voilà. Donc j'espère même le revoir l'année prochaine sur le Tour des Alpes. Ça pourrait être bien de voir la comparaison d'une année sur l'autre sur cette même course. Mais pour l'instant, on n'a pas son programme à l'américain qui, en 2021, dans l'équipe d'Axel Merckx, il était avec qui en 2021 Jared Driesners. Ouais, il n'y avait pas grand monde, j'ai envie de dire, l'année où il est passé. Ouais, il n'y avait pas grand monde l'année où il est passé chez Hagens, Berman, Axeon, qui continue l'année prochaine et qui est maintenant soutenu par Jayco. Donc je ne sais pas si ça sera la réserve de Jayco à Lula pour l'année prochaine, avec Ben Wiggins, le fils de Bradley. Ben Wiggins, qu'on a vu, je crois, au championnat du monde, notamment, qui était pas mauvais. Oui, il y avait Emile Herzog, pardon, j'avais oublié s'il y avait Emile Herzog ou pas dans cette formation, qui a eu 7 victoires, notamment le championnat du Portugal junior du contre-la-montre avec Morgado, qui avait remporté également le Tour de Rhodes, qui est toujours une course importante, alors qu'Emile Herzog a eu un peu plus de mal, par exemple, dans cette formation. On poursuit tout de suite avec le concurrent qui est 7ème dans ce classement. Nouveau concurrent dans ce classement, et bien on attaque avec un Belge. Un Belge qui fait partie de la Lotto Destiny, pur produit même j'ai envie de dire ces dernières années, des équipes de développement de la Lotto, c'est Alex Segart. Alex Segart qui est un jeune Belge, plutôt profil rouleur classique, que j'ai trouvé moi très impressionnant, notamment au championnat de Belgique. On l'avait vu en bagarre face à Remco Evenepoel, ça s'est pas joué à grand chose, et pourtant ce jour-là Remco Evenepoel était assez remonté suite à sa chute lors du contre-la-montre. 8e du Tour de Lombardie au moins de 23 ans, vainqueur des championnats d'Europe du contre-la-montre. Ça a été plus compliqué pour lui au championnat du monde où il avait pris la 2e place derrière Lorenzo Milesi, 7e également des championnats du monde sur la course sur route, toujours dans la catégorie junior. Vainqueur également de la première étape du Tour d'Alsace, vainqueur de la première étape du Giro Next Gen, deuxième de la Youngster Coast Challenge, c'est en Belgique, une saison rondement menée, troisième également de la deuxième étape du circuit des Ardennes, qui est toujours une course très importante dans les catégories des jeunes. Le circuit des Ardennes, c'est plutôt une très belle saison pour un coureur très jeune, troisième également du contre-la-montre à Vatan. C'était le contre-la-montre par équipe entre Isouda et Vatan, c'était dans l'Indre, c'était lors du dernier Tour de l'Avenir. C'est vraiment un très bon rouleur. Ça, c'est vraiment sa qualité première. Quand vous êtes 2 fois champion du monde d'Europe, en jeune, que vous faites 2 fois deuxième également au championnat du monde, c'est que vous avez un certain talent sur le contre-la-montre. Ça, c'est clair et net. Pour moi, c'est aussi un profil très classique. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a un très grand gabarit, très massif,
Je me disais même, quand je voyais son gabarit, je me disais même, je crois que Cancellara n'était pas aussi massif. Parce que 1,88, 79 kilos, c'est quand même costaud. Et pour moi, il y a un vrai talent pour lui sur les classiques. Je pense que c'est là où on va le tester, je pense, à la loto dans les mois à venir. C'est sur les classiques. Certes, c'est bien d'être très bon rouleur de contre-la-montre, mais vu le pauvre nombre de contre-la-montre dans l'année, c'est vrai que désormais, il y a même des coureurs qui, je pense, n'ont utilisé leur vélo de contre-la-montre qu'une fois dans la saison. C'est vrai que tu peux pas seulement être rouleur de contre-la-montre. Autant c'était possible il y a 15 ans, je pense à, bon, même Roger, c'était pas que rouleur de contre-la-montre, mais tu pouvais être que spécialiste de contre-la-montre. Aujourd'hui, il faut avoir d'autres qualités. Spécialiste de contre-la-montre, ça ne suffit pas. Et pour moi, un mec comme Alex Segard, bah, sur les classiques, il y a quelque chose à tenter. Il y a quelque chose à tenter parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a des très grandes capacités de résistance, parce qu'il faut tenir la roue de Remco Evenepoel. Même si c'était un Remco Evenepoel qui était peut-être pas au meilleur de sa condition physique, ce qui a pu être le Remco Evenepoel d'avril ou le Remco Evenepoel au moment de la classique à San-Sébastien, faut quand même suivre sa roue. Et puis, ça reste un coureur qui, voilà, sur les contre-la-montre a des qualités. Même si sur la gestion de l'effort, on voit que Milesi est un petit peu meilleur, sur les franchissements également de boss, parce que c'est là où s'est fait la différence lors des championnats du monde du côté de Glasgow, mais on voit qu'il a des qualités. Et je pense que c'est un coureur qui va être très intéressant pour un train de sprinter. Je pense à Arnaud Delis, direct, du côté de la Lotto. Et pour moi, même sur les classiques, c'est un coureur qui peut être très 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 intéressant sur ce gabarit-là. Ça peut être très bien. Il est très jeune, hein, il va avoir 21 ans parce qu'il est né en janvier. Donc c'est un coureur qu'il va falloir suivre, je pense, dans les mois à venir. C'est peut-être pas le coureur qui a le plus marqué en France, parce que c'est vrai qu'on l'a assez peu vu courir. Il a fait Paris-Bourges cette année, Paris-Tours, mais bon, à des places assez lointaines, parce qu'il était équipier d'Arnaud Delis. Mais pour moi, tout de suite, je me dis, pour Arnaud Delis, c'est vraiment très bien pour lui d'avoir un coureur de ce type-là. Et quand tu sais son talent sur le contre-la-montre, ça peut être très bien également pour l'Auto Destiny, parce qu'il y a des très bons coureurs, et ça fait partie de cette nouvelle génération belge là. C'est vrai que ça fait depuis 3-4 ans, on a eu Remco, Van Wilder, Arnaud Delis, il y a Van Edvelt, il y a Segard. Enfin, le nombre de jeunes talents belges qui sortent là depuis 3-4 ans, c'est assez impressionnant quand même. Canoë Tebroek, j'allais oublier. C'est vraiment dingue le nombre de jeunes talents belges qui sortent là. On pourrait penser également à Maori Van Sevenant, bon, qui en ce moment performe beaucoup moins, mais c'est assez dingue quand même cette densité en ce moment en Belgique. Voilà, il faut le saluer quand les structures font du bon travail. Mais en Belgique, en ce moment, ça fait du très très bon travail. Parce que ça fait depuis 3-4 ans que là, on a un enchaînement de pépites. Ça veut dire que c'est des mecs qui ont été repérés à 15-14 ans, où il y a eu des structures fédérales qui ont été mises en place. Également, et des structures d'équipe. Donc ça montre qu'en Belgique en ce moment, les catégories jeunes espoirs, ça marche très très bien. En France, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et maintenant, on va voir avec les réserves, mais c'est vrai qu'avec le monde amateur, ça va être un peu plus compliqué vu le nombre de réserves qu'on va avoir l'année prochaine. Mais ça marche très bien en Belgique. Donc quand ça marche bien, il faut le montrer. Et Alex Segard, en ce moment, fait du très très bon boulot. Mais comme encore une fois, tous ces jeunes coureurs belges, on a dit Van Wilder, tout ça, c'est des mecs qui ont maximum 24-25 ans. Bon voilà, Remco, tout ça, ce sont des jeunes pépites et ça marche très très bien. Et on espère qu'à l'Ersegard, il va y avoir des résultats l'année prochaine. Alors, il y aura les chronos, mais j'aimerais le voir également sur d'autres profils de course, parce que je pense qu'il y a du potentiel chez ce coureur. On passe tout de suite au prochain coureur. C'est le 6e de ce classement. Déjà, il vient d'un pays qui n'est pas vraiment habitué à avoir des grands talents. Il y a eu quelques coureurs dans ce pays du côté du cyclisme, mais c'est vrai que là, ça faisait quand même depuis quelques années qu'on n'avait pas eu de coureur mexicain. Et il est arrivé par la grande porte, ce petit coureur mexicain qui l'année prochaine sera chez UAE.
Isaac Del Toro. Il va falloir retenir son nom. Si vous n'en avez pas entendu parler, j'espère quand même que vous en avez entendu parler. Vainqueur du dernier Tour de l'Avenir, alors qu'il était avec l'équipe du Mexique, qui est quand même pas la plus grosse structure au monde. Surtout, il avait perdu 2 minutes sur le contre-la-montre de Vatan. C'est-à-dire qu'il avait eu le temps forfaitaire. Mais il a fini superbement bien. Vainqueur de l'étape du col de la Lose, troisième sur l'étape des Lecarellis, deuxième au Mont-Cenis, deuxième à Sainte-Foy-Tarentaise. Compliqué de faire mieux. Deuxième également de l'étape de Évaux-les-Bains, c'est l'étape numéro 4. Neuvième du lac d'Aiguebelette, pardon. C'est pour vous dire que quand même à partir de l'étape 4, il n'est pas sorti du top 10 du général. Et c'est le seul à avoir réussi à faire ça. Battre quand même Matteo Riccitello, alors qu'il était Riccitello dans une World Tour. Ça, c'est quand même très fort. Mais troisième également du Tour de la Vallée d'Aos. Autre grande course importante chez les juniors, en ayant fini quatrième de l'étape 3, de l'étape 4, de l'étape 5. Dixième également du Sibiu Cycling Tour. 11e au lac Balea, 8e à Paltinis, c'était lors de l'étape numéro 3, sur une course où vous avez quand même de nombreux professionnels, 3e du classement des jeunes et des professionnels aguerris, 10e de la course de la paix, là également course très importante, 2e du classement des jeunes, 4e du Trofeo Alcide de Gasperi, 6e du Grand Prix La Riccita della Cilleghia, 6e également de deux courses en Italie, le GP Città di Empoli, le Giro della Provincia di Biella. Donc c'est quand même des super résultats. 29 jours de course seulement, annoncé par Pro Cycling Stats, mais il en a montré des très très belles choses. Et si UAE a décidé de le recruter, il faut savoir qu'il y avait plusieurs équipes sur le coup et ça a été une belle bagarre. Si UAE a mis l'argent pour ce jeune coureur, c'est que UAE a déterminé qu'il avait un réel potentiel et un potentiel très très intéressant. C'est un coureur qui n'a que 20 ans, qui vient d'avoir 20 ans, il les a eu le 27 novembre dernier. Là on est quand même sur pas loin d'un prodige, hein, parce que très bon en montagne, pas déconnant sur le contre-la-montre. C'est pas une catastrophe sur le contre-la-montre, Coco. Et puis un talent quand même, parce que Riccitello, il va quand même sur le dernier Tour de l'Avenir, hein. Si on regarde les adversaires qu'il bat, donc il bat donc Riccitello, Pinganzoli et Pellizzari du côté de l'Italie, Le Cerf du côté de la Belgique, Mathis Rondel du côté de la France, donc on est quand même sur des très bons coureurs, hein. Je vois Asparen du côté de l'Espagne qui s'est un petit peu raté. Il a fait vraiment du très très bon boulot, il faut le dire, quand ça marche très très bien avec une équipe qui n'était pas très solide au départ, parce que quand on regarde à l'arrivée du côté du Mexique, il y en a quand même 2 qui ne terminent pas, qui abandonnent à l'étape numéro 4, donc c'était pas forcément évident. Ouais, il a fait du super boulot, parce qu'il fallait battre également du Perstrand Hagenes et du Arshton Mittet, il avait abandonné à la première étape. Il y avait Morgado du côté du Portugal, par exemple. Donc il y avait Riccitello du côté des États-Unis. Quand même pas n'importe qui, Riccitello. Si je regarde du côté de la France, donc il y avait Antoine Huby également, qui était au départ de cette épreuve. Non, il y avait des beaux noms. Il y avait Carl Fredrik Bevort du côté du Danemark. Alors, pas un grimpeur, mais quand même un coureur qui a du talent. Ivan Romeo du côté de l'Espagne. Enfin, il y a quand même des coureurs qui étaient déjà un petit peu implantés dans le monde en professionnel. Donc réussir à faire cette performance, c'est vraiment très très bien pour ce jeune coureur. Et puis encore une fois, hein, il fait également 4e du Tour de la Vallée d'Aoste, 3e pardon, du général du Tour de la Vallée d'Aoste. Donc là aussi, faut réussir cette performance-là. Derrière Alexis Faure-Prost, qui l'année prochaine va être chez c'est Intermarché, qui était il rejoint Intermarché l'année prochaine. Et puis Darren Rafferty, qui était chez Hagens Berman Axeon, je sais pas lui où il va. Rafferty, il va chez UF. Donc on est quand même sur un des bons petits coureurs. Il a fait vraiment une très 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 belle saison.
C'est pas facile de faire des saisons comme ça, surtout en étant mexicain. C'est pas un coureur qui avait une énorme expérience. J'ai regardé en plus ses résultats chez les jeunes, notamment au championnat du monde, parce qu'après c'est un petit peu compliqué dans certaines zones du globe de savoir les résultats au niveau national, mais au niveau du championnat du monde, c'était pas des résultats exceptionnels. Donc non, non, c'est vraiment une très bonne saison de la part de Isaac Del Toro, qui s'est vraiment révélé cette année. Donc moi j'espère le voir l'année prochaine, parce que vraiment chez UAE, alors je pense qu'il aura un calendrier un petit peu aménagé. Il y aura quand même des opportunités parce que là ils viennent d'annoncer leur course, leur équipe sur le Tour de France. Il y aura quand même Ayuso, Almeida, Pogacar, Yates, Sivakov. Donc il y aura peut-être des places à prendre sur le prochain Tour d'Espagne. Bah tu vois, Del Toro comme coureur qui vise pourquoi pas le top 5 du classement du maillot blanc sur le prochain Tour d'Espagne. Je trouverais pas ça déconnant. Très clairement. On passe au top 5. Et dans le top 5, on a encore un Belge, fils d'une légende du cyclocross. Belge dans les années 2000, parce que son père a été quand même une des stars du cyclocross. Voilà, un énorme talent du cyclocross. Qui a arrêté sa carrière en 2016, mais qui avait été à de nombreuses reprises champion du monde. On parle de Thibaut Nice, le fils de Sven Nice. Alors, je sais que moi je dis Nice, je ne sais jamais comment on doit le prononcer, si on doit prononcer Nice ou Nice. Moi je prononçais Nice, parce que Sven Nice, en France, à une époque on le prononçait Sven Nice. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Parce que je crois qu'on doit dire Nice maintenant. C'est Thibaut Nice, truc comme ça. Comme Kiana Utebrook, avoir la prononciation n'est pas forcément évidente pour un francophone. Vainqueur d'une étape sur le Tour de Norvège, vainqueur également du Gros Surprise d'Air Canton Argo, ça c'est en Suisse, vainqueur du classement du meilleur sprinter du côté du Tour de Norvège. On rajoute tout ça, deuxième de la première étape du Tour de Romandie, deuxième également de la quatrième étape du Tour de Hongrie, deuxième de la quatrième étape du Tour de Belgique, deuxième de la deuxième étape du Tour de Wallonie. Son seul défaut, j'ai envie de dire, c'est qu'il finit quand même quelques fois deuxième sur son année 2023. Mais pour une première année dans une équipe World Tour sur route, il y avait de l'attente parce qu'on connaissait son talent sur le cyclocross, mais entre le cyclocross et la route, parfois, il y a un monde. Alors qui s'est quand même largement réduit, mais parfois il y a un monde, donc parfois c'est un petit peu compliqué. Surtout que chez les juniors, il avait eu des résultats, hein, mais là aussi, parfois, entre les résultats sur la route et dans les juniors, dans les catégories jeunes, et les catégories élite, ça peut être compliqué, mais c'est vrai qu'il avait été champion d'Europe en 2021, sixième des championnats du monde, où il s'était un petit peu planté du côté de la Belgique. Au championnat d'Europe, il avait quand même battu des grands noms, parce que là aussi, dis-moi qui t'a battu, je te dirai si t'es un champion de qualité. Dans les catégories jeunes, c'est un petit peu ça, mais regardez les noms qu'il avait battus. Baroncini, donc et ensuite, quelques semaines après, était devenu champion du monde. Juan Ayuso, Eric Fetter, Lennart van den Velt, vous avez également Philippe Ozana, même Louis Barré, Marine Vandenberg, Tobias Bayer était 10e par exemple. Donc il avait battu vraiment du lourd, c'était pas des championnats d'Europe au rabais, c'était du côté de Trento, en Italie, où le parcours, alors pour les juniors, il était quand même un peu plus facile que dans d'autres catégories, parce que c'est vrai que du côté des élites, c'était un parcours qui était très compliqué, mais il avait été solide. Et puis, si on regarde en 2022, sur le Tour de l'Avenir, il prend la deuxième place sur l'étape de Saint-Vallier, qui était un contre-la-montre. C'était, je crois, le contre-la-montre par équipe, mais il remporte une étape sur la Flèche du Sud, une course au Luxembourg. Il avait remporté le classement général de cette épreuve. Troisième de la Antwerp Porte Epic, une course donc belge qui a un petit peu changé de format cette année.
Donc c'était vraiment du grand talent. Et puis bon, en cyclocross, alors les spécialistes de cyclocross, ils connaissent voilà, ont un peu plus de résultats que moi, mais il a remporté l'épreuve de Waterloo cette année, hein, le 15 octobre, et puis il avait remporté également les championnats du monde junior au moins de 23 ans et la Coupe du Monde à Benidorm en Espagne, qui était juste avant ces championnats du monde. C'est l'un des coureurs les plus. Il avait remporté également Mars Mechelen et Tabor. Tabor qui est toujours un circuit qui est très exigeant physiquement. Donc c'est un coureur qui a une très grosse pointe de vitesse. Il a vraiment des qualités de sprinter. Pour moi, c'est vraiment là où il est le plus impressionnant. C'est sur ses qualités de sprinter. Pour moi, il passe aussi très très bien les bosses grâce au cyclocross. Je dirais pas qu'on est encore sur un profil Wout van Aert, parce que pour moi, un Wout van Aert, par exemple, passe mieux les bosses. Mais on est sur un profil qui est très intéressant sur les sprints en faux plat montant. Je l'ai trouvé très bon. Notamment, moi, j'avais vu sa victoire sur le Tour de Norvège, et puis c'est sur le Tour de Wallonie, sa deuxième place. Je trouve qu'il est très bon sur les sprints en faux plat montant, où il est assez impressionnant dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose qu'il faudra voir l'année prochaine. Il est prévu notamment sur le Tour de Romandie, le Tour de Suisse ou encore l'Arctic Race of Norway pour l'année 2024. Est-ce qu'il fera le Tour de France? Est-ce qu'il fera un grand tour? Peut-être pas, il est encore jeune, il a 21 ans. Mais bon, c'est un coureur qui a quand même un beau potentiel. Chez Lidl Trek, ils ont aussi Jonathan Milan, hein, parmi les jeunes sprinters. Mais avec Mats Pedersen aussi, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'exprimer. Il a un contrat encore de 3 ans, hein, un contrat jusqu'en 2026. Donc ça montre qu'on mise sur lui, et puis ça montre qu'on avait décidé de sécuriser le contrat du côté de la Lidl Trek. Mais je crois me rappeler que ça avait été une belle bagarre l'année dernière pour tenter de le recruter, parce qu'il y avait un petit peu tout le monde qui voulait avoir les services de ce jeune coureur belge. On passe désormais à la 4e place. On rentre désormais dans le top 4 des meilleures révélations de la saison, et je commence avec Lennart van Etvelt, un nouveau belge, un nouveau coureur de la Lotto Destiny. Quand je vous disais que ces révélations, on voit quand même le grand talent en ce moment de la formation belge. Lennart van Etvelt, qui est resté 3 ans dans la U23 de la Lotto, qui avait fait d'autres clubs avant, d'autres clubs belges. Vainqueur de l'Alpe Isère Tour cette année. Et il a également montré de très belles choses sur la Vuelta, avec 4 échappées, notamment celle de l'étape numéro 8, de l'étape numéro 6, de l'étape numéro 14 où il prend la 3e place, et à Guadarrama lors de l'étape 20 où il prend la 4e place. On le retrouve également sur le Cebu Cycling Tour où il prend la 2e place en remportant l'étape du lac Balea. 3e de la Mercantour Classique, vainqueur de l'Alpe Isère Tour en remportant l'étape 4 et l'étape 5. Et puis 3e et 2e de Trofeo Antras et du Trofeo Serra de Tramontana dans les courses du côté de Palma de Majorque au mois de janvier, quasiment un an. Et je rappelle que pourtant, il a eu une période où il n'a pas couru à cause d'un... Enfin, oui, où il avait eu une petite pause dans sa saison. Lennart van Etvelt, c'est un très bon coureur. Lennart van Etvelt, c'est vrai que c'est un bon grimpeur. Voilà, déjà, il a vraiment des très belles qualités en montagne. Pour le moment, il les a montrées qu'en échappée. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu sur des montées où il jouait véritablement la gagne, à part sur l'Alpe Isère Tour. Mais moi, j'ai trouvé vraiment qu'il avait fait des très très belles choses à 22 ans. Vraiment, il a le gabarit pour moi idéal presque du grimpeur aujourd'hui, c'est-à-dire 1m75, une soixantaine de kilos. C'est vraiment très bien parce que pas trop léger pour le contre-la-montre. Et en même temps, pas trop grand, où tu es obligé d'être très longiligne. Là, il peut garder de la puissance et en même temps, on sait que c'est important pour les changements de rythme. Et ça, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Est-ce que c'est un coureur qu'on verra dans les années à venir sur les Ardennaises ?
Ça, c'est une question que je me pose parce qu'il est un peu un gabarit de Julien Alaphilippe. 75, c'est pas très loin de Julien Alaphilippe. Donc, c'est un gabarit qui peut très bien marcher en tant que puncher, qui peut très bien marcher en tant que grimpeur aussi. Pour le moment, il a l'air plutôt d'être parti sur un profil grimpeur, mais bon, le punch pourrait venir. Moi, j'aimerais le voir l'année prochaine sur des courses avec un autre statut. C'est-à-dire, j'aimerais le voir peut-être jouer des classements généraux. Voilà, tenter le coup sur des courses. Il l'a fait sur l'Alpe-Isère Tour, qui n'est pas la course la plus facile. Donc je pense qu'il est totalement en capacité de le faire sur des courses d'une semaine. Il sera dans sa dernière année de contrat, également l'année prochaine, les Vandervelde. Mais ouais, pour moi, c'est un très très bon coureur. Moi, je l'ai trouvé très bon sur la Vuelta. Vraiment, la Vuelta qu'il a réalisée, il fait 8e à Barcelone aussi, hein, dans l'étape où le final était un petit peu coupé. À l'Alto des Langlirou, il prend la 15e place. C'est-à-dire faire ça à son âge, surtout pour une première année chez les professionnels, c'est très très bien. C'est très très bien de réussir à faire ça à cet âge-là parce que c'est pas évident, tout simplement. Qu'il y a plein de mecs qui n'ont pas réussi à le faire et qui n'ont pas réussi à montrer ces choses-là aussi jeunes. 17e des championnats du monde, c'était en Australie en mois de septembre 2022. Il avait fini également deuxième du Tour d'Alsace cette même année, deuxième du Tour d'Italie, moins de 23 ans également. Vainqueur de la course de la paix, quand on regarde, deuxième de la Flèche Ardennaise, donc là sur un profil plus puncher, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Donc pour moi, il a les qualités de puncher par rapport à son gabarit. Après, on verra dans le futur vers quel type de carrière plutôt il aura tendance à aller. Est-ce qu'il se concentrera seulement sur les épreuves puncher ou est-ce qu'il ira également sur les courses de grimpeurs? Moi, je pense qu'il a les qualités pour les courses d'une semaine. 3 semaines après, il faut voir sur la récupération. Mais là, cette année, par exemple, Guadarrama, il est toujours très performant en 3e semaine. Donc, encore une fois, c'est sur son talent en contre-la-montre. Pour l'instant, il avait fait combien sur les chronos cette année de la Vuelta? Ouais, il fait 157e à Valladolid. Donc, c'est pas top. Mais en même temps, est-ce qu'il l'a fait vraiment à fond et qu'il avait déjà fait des échappées? Je ne pense pas. Barcelone, c'était un contre-la-montre. Il avait fait 5e à Katowice sur le Tour de Pologne. 9e sur le chrono du Sibiu Tour, par exemple. 59e sur le prologue, enfin sur la première étape pardon, du Tour de Suisse, qui était un chrono. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais est-ce qu'il a fait vraiment un vrai travail spécifique là-dessus? Peut-être pas. Bon, encore une fois, pour moi, Lennart Van der Velde, c'est vraiment une belle année. Et il y a vraiment des choses intéressantes chez ce coureur. Pour moi, c'est intéressant de le voir, ce qu'il sera capable de faire dans l'avenir. On passe tout de suite au podium. Premier du coureur du podium. Encore un coureur d'Israël, dis donc, cette année. Coureur un peu plus âgé. Il a plus de 25 ans. Il est canadien. Il a fait un énorme Giro. C'est Derek Guy. J'étais obligé de le mettre. Derek Guy. J'étais obligé de le mettre dans le top 5. Faut savoir que j'ai réfléchi un petit peu sur ce top 5. C'est pas le classement qui a été le plus facile à faire, celui des révélations, parce que déjà il y a des coureurs que j'ai plus ou moins vus sur la saison. Il y a des coureurs que moi, vous savez, je regarde pas forcément énormément les catégories espoirs, les catégories juniors. Donc c'est vrai qu'il y a des coureurs que je découvre un petit peu. Parfois tardivement, qui sont pas forcément des grandes révélations. Je trouve que Derek Guy, encore une fois, c'est un coureur que j'avais déjà vu dans des échappées, mais pas à ce niveau-là. Il fait 4 fois deuxième cette année sur le Giro. Ça a été quand même super impressionnant. Jusqu'à maintenant, Derek Guy, bon, à part au niveau du Canada et dans quelques échappées, on l'avait vu, mais c'était pas un coureur majeur. Cette année sur le Tour d'Italie, bon, voilà, hein, il prend quand même, que je recalcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 échappés. Et surtout, il arrive à faire deuxième à Viareggio et à Trecime di Lavaredo. Donc sur des étapes qui sont assez différentes.
en termes de profil. Il a été super solide, super bon tactiquement, je trouve. Alors vous allez me dire, oui, il gagne pas. Oui, mais bon, il a montré quand même cette énorme capacité de récupération. Pour moi, c'est le baroudeur de ce Tour d'Italie. 10e de la Bruxelles Cycling Classic, quand même, juste après. Et avant, il avait déjà été dans l'échappée à Paris-Roubaix, mais il avait cassé sa roue. On se souvient de cette image où il a la roue cassée dans la trouée d'Arambert. Non, c'est vraiment une belle année. C'est vrai qu'en dehors de ce gros bloc, avril-mai, les résultats ont peut-être été un petit peu plus en berne. Mais bon, vu ce qu'il a fait sur cette période-là, moi je pense qu'il peut être très très satisfait de sa saison. Et on voit encore une fois des coureurs qui ont pas forcément fait des grandes choses jusqu'à maintenant dans leur carrière. On pourrait se dire oui, bah, est-ce qu'on les conserve ou est-ce qu'on décide plutôt voilà, de les lâcher. Israël a décidé de continuer avec lui. Et surtout, Israël a décidé de lui faire signer un très très gros contrat, parce que jusqu'en 2028, Derek Guy a un contrat de 26 ans. Voilà, c'est un mec qui est arrivé sur le tard aussi, hein, du côté du cyclisme professionnel, parce qu'il est arrivé que cette année dans l'équipe 1 d'Israël. L'année dernière, il était dans l'équipe continentale, et puis en 2021, il était dans une équipe X-Speed United continentale. Donc c'est quand même impressionnant de faire ça dès son premier grand tour. Il a été hyper solide, voilà, il a été très impressionnant. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont capables de faire ça. Et Derek Guy, bah voilà, il a été très solide. Et encore une fois, ça fait partie de ces coureurs qui parfois, au Canada, c'est pas toujours facile, hein, le cyclisme pro, c'est pas encore totalement bien structuré, surtout que lui, il n'est pas au Québec, il est à Ottawa. Donc c'est pas toujours simple aujourd'hui au niveau des structures dans le cyclisme au Canada, aux États-Unis. Vous avez en plus pas mal de concurrence avec d'autres sports. Et c'est vrai que bah voilà, il arrive très tard, mais peut-être qu'il sera sur les traces d'un Michael Woods qui est arrivé aussi très tard en World Tour. Euh, Parfois le poids des ans attend, enfin le talent attend un petit peu les années. Parfois vous avez le cas Remco Evenepoel, je dis toujours, Juan Ayuso, oui, le mec a un talent tout de suite et tu le vois tout de suite. Parfois ça met beaucoup plus de temps. Geoffrey Bouchard, Derek Guy, c'est pas des coureurs qui n'ont pas de talent. Je pense Christophe Réblon aussi, ça avait mis du temps Christophe Réblon avant qu'il soit ultra, enfin très très performant dans les échappées. Il y a des mecs qui arrivent à s'exprimer tout de suite. Il y a des mecs qui mettent un peu plus de temps. Thomas Vauclair, il est professionnel en 2001. C'est à partir de 2003 et surtout 2004 qu'il explose, Thomas Vauclair. Il avait fait un Giro notamment en 2001, il passe complètement inaperçu. Son premier grand tour, il le fait en 2001. Donc tu vois, c'est là où il faut faire attention parfois. On a tendance aujourd'hui dans le cyclisme voilà, encore moderne à dire finito à un coureur. Et on a tendance aussi à vouloir recruter très jeune, et je pense qu'à ne pas surveiller des coureurs qui ont 24-25 ans. À 24-25 ans, tu peux encore progresser très fortement et arriver à un très très bon niveau. Donc c'est pour ça que le cyclisme amateur est important. Je pense que dans les années à venir, le cyclisme amateur ne sera pas important pour les jeunes pépites. Les jeunes pépites, elles seront dans les structures. Elles seront dans les équipes réserves, elles seront dans ces structures-là. Par contre, il y a quelques pépites qu'on n'arrivera pas à repérer parce que des fois ton talent, tu n'as pas forcément un gros potentiel à 18-19 ans, mais un potentiel qui peut s'exprimer plus tard. Et c'est pour ça que le cyclisme amateur est important, c'est sur des profils comme des Derek Guy, comme des Geoffrey Bouchard, des profils de mecs qui vont mettre plus de temps que d'autres à s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on doit conserver quand même un noyau dans le cyclisme amateur, qui est en ce moment en difficulté en France, important, parce que pour tous ces profils-là qui, comme au foot, sortent des centres de formation, puis bon, bah, pas suffisamment bons pour être professionnels, mais qui vont aller en national ou en national 2, et puis là, bah, on va découvrir leur talent. Je pense à un Mathieu Valbuena qui était comme ça, qui était passé à Liban de Saint-Seurin, qui était sorti du centre de formation, puis bon, il n'avait pas de contrat. Un Steve Savidan aussi, qui s'est retrouvé un petit peu dans la panade. Ça veut pas dire que ces mecs-là, ils n'avaient pas de talent, mais sauf que leur talent s'est exprimé un peu plus tard que d'autres. Alors oui, tu as des purs produits comme Kylian Mbappé,
Mais tu as d'autres talents qui mettent plus de temps. Et N'Golo Kanté a mis plus de temps à s'exprimer. Et dans le cadre d'Eric Guy, bah, on est sur des coureurs qui mettent un peu plus de temps avant d'exprimer leur talent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas, qu'ils n'ont pas de potentiel. Ça veut juste dire que bah, faut leur laisser un petit peu de temps. Alors, ça veut dire que dans les équipes professionnelles, bah, faut éviter de mettre que des contrats de 2 ans à des jeunes coureurs. Puis ça veut dire que parfois, bah, faut peut-être aussi laisser mûrir certains coureurs qui doivent gagner en maturité ou voilà, gagner en talent aussi. En maturité physique, en tactique. Parfois, c'est juste des problèmes tactiques, des problèmes de gestion de course. Il y a certains qui ont acquéri ces choses-là très jeunes. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. On passe tout de suite au numéro 2. Parfois, le talent n'attend pas les années. Et là, bah, c'est le cas de ce coureur. C'est le cas de ce coureur qui déjà, moi j'ai bien aimé sa mentalité lors des championnats du monde. C'est la pépite britannique pour moi de 2023. Peut-être la nouvelle référence du contre-la-montre, Joshua Tarling. Parce que moi j'ai adoré quand même le culot au championnat du monde de dire je vais pas à la course des espoirs, moi. Je vais à la course des élites. Ouais, être champion du monde espoir, j'ai le talent pour rouler chez les élites, je roule chez les élites. J'ai trouvé cette idée et ce culot de dire oui, si c'est pour dominer chez les espoirs, ça n'a aucun intérêt. Moi, c'est d'aller chercher le potentiel d'adversité. Moi, j'ai adoré déjà cette ambition de la part de Joshua Tarling. En plus, derrière, il finit 3e. Montre déjà le talent. Au championnat d'Europe, il est champion d'Europe, il fait une démonstration sur ses championnats d'Europe. Voilà, il est super costaud. Chrono des Nations, vainqueur. Pourtant, sur le chrono des Nations cette année, il y avait du monde. Hein. Il y avait notamment Remco Evenepoel, Stéphane Bissegger, Rémi Cavagna, Michael Berg. Ah ouais, on n'était pas sur des branquignoles. Donc ça montre ce qu'il a quand même réalisé. Et puis, ouais, sur tous les contre-la-montre, moi où je l'ai vu, je me suis dit, la machine de guerre. Tu sens qu'il optimise énormément de choses. Et je me suis dit, on est sur un profil très proche de Ghana en termes de gabarit, 94, mais je me suis dit, il y a un truc en plus. Je ne saurais pas le dire, mais par rapport à quand j'ai vu Ghana la première fois, ou quand j'ai vu Cancellara très jeune dans ses premières années, là je me dis, je l'ai vu, quand j'ai vu Kung, là je me dis, c'est une machine de guerre, lui. C'est-à-dire que tu vois que il est fait pour le contre-la-montre. Mais vraiment, il est fait pour ça, et tu sens qu'il adore ça aussi. Vraiment, je me suis dit, mais c'est une machine. Alors après, il faudra voir, il a un contrat jusqu'en 2025 chez Neos. Encore une fois, il faut qu'il développe d'autres qualités parce qu'il n'y a pas assez de contre-la-montre sur l'année juste pour être bon dans ce domaine-là. Putain, j'étais sur le cul au championnat du monde quand je l'ai vu. Je me dis, en plus, ce parcours des championnats du monde, sur la fin, il n'était pas évident. Il craque absolument pas dans la dernière montée, ce qui aurait pu être le cas. Il a été d'une solidité. Au championnat d'Europe, il fait une démonstration ce jour-là. Enfin, il est intouchable. En plus, Kung tombe. Mais même si Kung n'était pas tombé, n'était pas dans le coup pour aller le chercher, il était juste au-dessus ce jour-là. Enfin, il colle quand même 40 secondes à Van Aert. Voilà, il colle 1,13 à Cataneo. C'est phénoménal à cet âge-là. C'est vraiment phénoménal. On est sur un phénomène. Joshua Tarling, et puis quand tu regardes ce qu'il a fait cette année, donc vainqueur du chrono des nations, vainqueur des championnats d'Europe, 3e des championnats du monde, vainqueur du contre-la-montre du René 8 Tours. Sur l'Ethias Tour de Wallonie, il finit 2e du contre-la-montre à Mons et 2e du classement général du contre-la-montre à Mons qui a été remporté par Ghana. Ça se joue quand même à seulement 8 secondes. Voilà, et donc c'est impressionnant de voir ça. Vainqueur des championnats
de Grande-Bretagne du contre-la-montre. Et puis on l'a vu également en échappée sur le col de la Couillole, sur l'étape Nice-Col de la Couillole à Paris-Nice. On l'a vu troisième du contre-la-montre par équipe sur l'UAE Tour. Il était également dans le coup de bordure qui va jusqu'à la fin. Deuxième du contre-la-montre également à Alès sur le Tour du Gard, où c'est Pedersen, je crois, qui s'impose ce jour-là. Mais il finit qu'à 8 secondes de Pedersen sur un profil de course où la montée d'Alès c'est quand même très particulier, très très solide. Moi j'ai été impressionné par sa saison, surtout encore une fois à 19 ans. Là on est vraiment sur un talent très précoce. 19 ans, première année chez les pros, réussir à faire ça, c'est vraiment très solide. Alors il avait remporté les championnats du monde junior, mais lui il est passé de junior à élite. Il n'a pas fait la case espoir. Junior, c'est un contre-la-montre qui fait 28 km, quoi. Donc il y a une vraie différence avec le contre-la-montre des championnats du monde qui faisait 47 bornes. C'est vraiment très solide. Très très solide. Produit qui vient de la piste. 13e de Paris-Roubaix junior. Donc ça veut dire que là aussi sur les pavés il y a peut-être quelque chose à tenter. Et puis ouais, sa première année sur la route, c'est vraiment... Enfin moi j'ai été impressionné par Joshua Tarling. L'année prochaine je me dis que lui, il va falloir compter sur lui déjà au championnat du monde, mais sur d'autres épreuves. Et puis ça sera un allié de poids chez Ineos. C'est-à-dire pour lancer des sprints, pour du Viviani, ça peut être un atout de poids. Pour beaucoup de coureurs, ça peut être vraiment un atout de poids, Joshua Tarling, l'année prochaine. Donc c'est un coureur, je pense, qui... Beaucoup de mecs chez Ineos voudront l'avoir avec eux dans l'équipe, sur les épreuves. Donc ça peut être intéressant, très intéressant. Ce qu'il a montré déjà à ce niveau-là, aux Jeux Olympiques, il fera partie des favoris. Tu sais, s'il est champion olympique à 20 ans, ça sera extrêmement solide. Le mec, il n'aura pas connu les Jeux d'Athènes, il sera déjà champion olympique. Il aura à peine connu les Jeux d'Athènes, parce qu'il était né, mais bon, il avait 6 mois pour les Jeux d'Athènes. On passe tout de suite aux mentions honorables. Du côté des mentions honorables, je commence avec Simon Kerr. Alors vous allez me dire, pas très jeune Simon Kerr, oui, mais enfin vainqueur. Et enfin vainqueur de belles étapes sur le Tour des Alpes, sur la route d'Occitanie, en faisant des beaux numéros, en échappée. C'était un coureur, on savait qu'il y avait le potentiel chez Simon Kerr. C'est-à-dire, c'est un mec, on nous dit depuis des années, vous allez voir, déjà chez Delco, on nous parlait de Simon Kerr. Vous allez voir, Simon Kerr, vraiment gros potentiel, gros coureur. Sauf que jusqu'à maintenant, Simon Kerr, on ne l'avait pas vraiment vu à son meilleur niveau. Faut bien le dire, chez UF, sur ses 2 premières saisons, bon, on était resté un petit peu sur notre fin. Il avait quitté Delco. Bon, on se rappelle que chez Delco, la fin a été un petit peu compliquée. Et c'est vrai que là, je me disais, bon, bah, chez UF, on va voir enfin le potentiel du coureur, quoi. Sauf que ça s'exprimait pas. Alors, il y avait eu la semaine internationale Copier-Bartali, mais bon, c'est pas la plus grande course au monde, la semaine internationale Copier-Bartali. Il y avait eu la route d'Occitanie, mais encore, c'est une course qui n'est pas la plus course au monde. Là, sur le Tour des Alpes, cette année en plus il y avait du beau monde sur le Tour des Alpes, bam, il remporte la dernière étape, il fait 3 échappées sur ce Tour des Alpes. Tour de Catalogne, 2 échappées, bon, qui vont pas au bout, mais où il se monte déjà pas mal à son avantage. Deuxième du contre-la-montre de l'UAE Tour, où EF avait fait vraiment une très très belle course. Et puis, on le voit surtout à la CIC Moranto Dénivelé Challenge, où il prend la 3e place avec des très bons grimpeurs. Alors ça, dans un format de course qui était raccourci à cause du vent. Sur la route d'Occitanie, donc il prend quand même la victoire à Saint-Giron. Quand même une belle étape. Le Tour de Longawi, en fin d'année, il remporte encore le général et l'étape de Gunting Island. Très, très solide de la part de Simon Kerr. Tout ça à 25 ans, on sent qu'il a passé un cap pendant l'hiver. Vraiment, on en avait parlé en tout début de saison. Je sais plus si c'était pas à l'Étoile de Bessèges, peut-être sur le Tour de Catalogne. J'avais dit, j'ai l'impression quand même qu'il a passé un cap cet hiver. Et ensuite, il y avait eu le Tour des Alpes. Et là, je m'étais dit, oui, bah, la confirmation, il a vraiment passé un cap cet hiver.
C'est bien parce que on a eu un tonne d'espoir qui n'arrivait pas à confirmer et puis ensuite bon c'était un peu la déchéance derrière. Il y a des talents, hein. Par exemple Samoumen, pendant des années on m'a dit Samoumen tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Bon, aujourd'hui Samoumen, pas exceptionnel son palmarès quand même. Donc ça fait du bien de voir enfin un talent qui s'exprime. L'année prochaine, dernière année de contrat chez EF, est-ce qu'il prolongera? Est-ce qu'il ira dans une autre formation? Ça c'est la grande question, mais c'est pas mal. Paul Penouet, bah, vainqueur de la Coupe de France à son âge, c'est très bien. Vainqueur du Tour du Finistère. Deuxième du Tour de Vendée, derrière un très grand Arnaud Desmar ce jour-là. Quatrième de Paris-Bourges également. Non, c'est du solide. Vainqueur de la Coupe de France à 21 ans. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait. Non, et puis on sent que c'est vraiment un coureur qui est très bon. Il sait se placer. Pour un sprinter, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il sait quand même pas mal se débrouiller seul parce que, notamment en Australie, il prend une belle quatrième place à Willunga Township sur le sprint de Brian Cocard. Et moi, j'avais trouvé très bon sur la cinquième place également à Talunda. J'avais trouvé très intéressant. Et puis après, bah, il a fait pas mal de courses en France, mais il a accumulé les top 10 et il a fait des très bons résultats. Donc c'est vraiment lui un pur sprinter. C'est le remplaçant d'Arnaud Desmar, hein, on pourrait dire. Ma seule déception, c'est peut-être sur le Tour de Pologne, où il prend comme meilleur résultat une cinquième place. Après, certaines années sur le Tour de Pologne, c'est peut-être la course par étape d'une semaine où il y a le plus de sprinters. Non, mais il a été très solide. Il a maintenant 2 victoires chez les pros parce qu'il a une étape également du Tour de Poitou-Charentes où il remporte le classement de meilleur sprinter. Il prend 2 troisième places, une quatrième place. C'est une année qui est très intéressante. Après, il manquait le gros résultat pour rentrer dans les révélations de l'année dans le top 10. Max Poul, c'est pas mal aussi, Max Poul. Vainqueur du classement des jeunes du Tour des Alpes, où il y avait eu une belle bagarre avec Richie Tello. Deuxième du classement des jeunes du Tour de Romandie en prenant la quatrième place et quatrième également de l'étape de Thion 2000, dixième du contre-la-montre, troisième de la troisième étape du Tour de Hongrie, quatrième du général de cette course. Sur le Dauphiné, les deuxièmes du classement des jeunes et 2 fois cinquième à la Col de la Croix de Fer à Salins-les-Bains. Donc là aussi très intéressant. Tour d'Espagne qui a été plus compliqué, il prend 3 échappées, mais c'est vrai que je l'attendais un peu mieux que ça, Max Poul. Il y avait Max Poul, Oscar Only. Alors Oscar Only a abandonné très vite, mais ça, je me disais, ah, Max Poul, peut-être qu'il arrivera à faire mieux sur cette Vuelta. C'est pour moi la déception de sa saison. C'est sa Vuelta, mais encore une fois, à 20 ans, donc pas forcément facile de réussir à être performant. L'année prochaine, ça sera encore de progresser. J'ai envie de dire, il est dans la bonne structure et il est en plus dans une structure DSM qui va avoir plus de moyens dans les années à venir. Je pense qu'il apprend beaucoup aussi au contact de Romain Bardet. Il apprend aussi au contact de Oscar Only. C'est cette nouvelle jeune génération de grimpeurs britanniques avec Oscar Only. Et ils font pour le moment du bon boulot. On va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais il y a déjà des très très bons résultats. Et puis bon, il avait déjà fait 7ème de l'Arctic Race of Norway il y a 2 ans, en 2022. Donc c'était déjà une très très bonne chose. C'est vraiment un très bon coureur. J'attendais peut-être, voilà, sa Vuelta, s'il avait fait une belle Vuelta, il sera retrouvé au niveau de Lennart van der Belbet, je pense. Oyar Lascano, très bon baroudeur. Pour moi, là aussi, ça fait partie des coureurs qui se sont peut-être révélés un peu tard, parce que chez Cara Rural, moi, il ne m'avait pas émerveillé, Oyar Lascano. Deuxième d'à travers la Flandre, où il fait une échappée de 160 bornes dans des conditions qui sont ignobles, il flotte toute la journée, très intéressant. Vainqueur des boucles de la Mayenne, et pourtant il y avait du beau monde du côté du sprint. Sur le Tour d'Espagne, il a été un peu plus en retrait, on l'a vu dans 2 échappées en première semaine. Après, il a un petit peu disparu. Sur le Tour du Burgos, il remporte également l'étape numéro 4, qui n'était pas une étape facile. Deuxième du contre-la-montre par équipe. Également sur ce Tour de Burgos. Donc vainqueur des boucles de la Mayenne en ayant remporté l'étape de la Celle-les-Châteaux, où tout le monde le laisse partir à 85 km de l'arrivée de manière assez exceptionnelle et formidable. Et il fallait pas lui laisser 10 mètres et on lui laisse 10 mètres. Ça fait partie des coureurs de ces baroudeurs qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu. J'aime bien utiliser des expressions de vieux. Parce qu'on l'a vu cette année, mais c'est vraiment un coureur qui est capable. Faut pas lui laisser 10 mètres.
à lui. Hein. Si tu lui laisses 10 mètres, il prend tout de suite énormément d'avantages. C'est un mec qu'il ne faut pas laisser espérer. Parce que si tu ne l'as pas repris, il ne s'arrêtera pas de rouler. Ça fait partie de ces Kurt Nielsen ou autres qui continuent, tant qu'il y a de l'avance, ils continuent. Et on l'a vu notamment au championnat d'Espagne, je crois qu'il a 10 secondes d'avance sur Ayuso, mais les 10 secondes d'avance, Ayuso n'a jamais réussi à les reprendre. Pareil sur le tour des boucles de la Mayenne, il n'a plus beaucoup d'avance sur la fin, mais sauf qu'on lui a laissé 30-40 secondes, c'était beaucoup trop. Donc non, impressionnant je trouve cette année Lascano, vraiment sur un profil baroudeur. Ça montre aussi, un peu comme Nils Politt, ça montre aussi que les baroudeurs peuvent encore s'imposer. Et puis si l'année prochaine il fait une bonne petite préparation sur les classiques, peut peut-être donner quelque chose d'intéressant, surtout avec une équipe de Movistar qui s'est renforcée dans ce domaine-là. Puis avec un Rémi Cavagna, on ne sait pas trop le niveau qu'il aura, Rémi Cavagna. Parce que je vous rappelle, au championnat du monde, Rémi Cavagna, c'était très intéressant en Belgique ce qu'il avait fait sur les pavés. Donc c'est vraiment une équipe qui va être sympa à suivre sur les pavés de Movistar. Parce qu'on va avoir du très beau monde. On continue avec Milesi. On parlait de Joshua Tarling du côté des coureurs de contre-la-montre. Milesi, c'est pas mal aussi. Champion du monde du 23. Et c'était pas simple, ce titre de champion du monde du 23, surtout qu'il y avait du monde en face. Il a également remporté la première étape du Tour d'Espagne, donc ce fameux contre-la-montre par équipe avec la DSM. Pas de chance pour lui, il est obligé d'abandonner assez vite. Il est pas mal tombé sur cette Vuelta. Cinquième de la course sur route des championnats du monde également. Et puis il y a eu quelques échappées sur le Tour des Alpes, sur le Tour de Pologne également où il était dans l'échappée. Et sur les chronos, c'est très intéressant ce qu'il produit. Charles Milesi, pas Charles Milesi, ça c'est l'endurance en voiture, Lorenzo Milesi, vainqueur l'année dernière de 2 étapes en 2022, la triptyque des Monts et Châteaux, vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Avenir. Énorme potentiel, Milesi. Et je pense énorme potentiel, pas seulement sur le contre-la-montre. Parce que c'est pas un super grand gabarit, 1,80-70 kg. Donc je pense que lui, il y a aussi peut-être quelque chose à faire l'année prochaine en montagne. Alors on remarque qu'il n'a pas de contrat pour l'année prochaine, Milesi, ce qui je trouve serait assez exceptionnel. Selon Pro Cycling Stats, il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Moi, j'avais pas suivi plus que ça. Je pense qu'il aura toujours un contrat chez DSM en 2024. Je serais surpris que DSM s'en sépare. Mais Milesi est marqué comme coureur sans contrat. Donc peut-être que j'ai raté une info sur Lorenzo Milesi au niveau de son contrat. Je vais regarder ça tout de suite. Parce qu'il y a des infos sur Google Actu. Mais ça serait assez surprenant. Ah oui, il a quitté DSM. Il vient de quitter DSM. Voilà, il rejoint la Movistar. Ça vient de se faire, ça s'est fait il y a 1 heure. Hein. Je ne pouvais pas savoir l'info. On est lundi le 18 décembre, j'enregistre, donc voilà. C'est pour ça qu'il n'avait plus de contrat, Lorenzo Milesi. Encore ces jeunes coureurs qui quittent la DSM. Hein. Il y a eu une pelletée, Marc Hirschi, Van Wilder, Lorenzo Milesi rentre dans cette catégorie. Je pense que DSM, ça doit être vraiment une équipe atypique. Pour qu'il y ait autant de départs comme ça, au bout d'un moment, c'est assez surprenant. Quoi. Le nombre de départs qu'il y a dans cette formation, il y a un énorme turnover chaque année. C'est assez dingue. Bon, on poursuit avec Gebrselassie. Pour moi, c'est la révélation des équipiers cette année dans les trains de sprinter, on va dire. Il a fait un tel travail pour Pedersen sur le Giro. Ça n'a pas duré 150 jours de course, mais il a fait un tel travail. Moi, j'ai été impressionné. Vraiment, ce qu'il a fait sur le dernier Tour d'Italie, je me suis dit, oh putain, c'est quand même du solide. On l'a vu aussi un petit peu sur le Tour d'Espagne, notamment il prend une belle 4e place sur l'étape numéro 9, mais vraiment, il a été très très solide, 2e du Grand Prix Industria et Artigianato. Coureur très intéressant, très 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 intéressant ce petit Gebrselassie. À 29 ans, comme quoi je disais, certains coureurs se révèlent tardivement, parce que lui, il m'avait vraiment pas marqué jusqu'à maintenant. On en avait parlé sur le Tour d'Italie, parce que j'avais parlé de lui sur une des étapes où Pedersen avait été bon. J'avais dit, c'est vrai que j'avais regardé un petit peu son palmarès sur les années précédentes, j'avais dit, vraiment, il m'avait absolument pas marqué.
Et troisième année chez Trek Segafredo, bah, ça a été très intéressant. Lui aussi, il est marqué comme pas de contrat, donc je vais vérifier parce que comme on a des surprises, est-ce qu'il a un contrat pour l'année prochaine? Parce que sur Pro Cycling Stats, c'est pas marqué. Guébrezamier, bah, j'ai pas d'actualité, donc il doit avoir un contrat avec. Oui, oui, il a eu son contrat de. Ah non, c'était l'année dernière. Je pense je serais surpris qu'il n'ait pas de contrat, parce que je trouve que c'est quand même un bon équipier. Parce il a fait du bon boulot. Voilà. Et je trouve que c'est un coureur très intéressant pour la suite. Et puis on termine avec Zana, le champion d'Italie de l'année dernière. Je vais pas vous mentir que Zana, c'est vraiment cette année, moi, qui m'a marqué, notamment sur le Tour d'Italie, où j'ai trouvé impressionnant en tant qu'équipier. Il y a eu Sepkus et il y a eu Zana pour moi. Sur le dernier Tour d'Italie, sur le travail des équipiers, je trouve qu'il a été très bon. Derrière, en plus, il gagne le Tour de Slovénie. En fin de saison, il fait 3e de la Veneto Classic, 7e des Trois-Vallées Vérésines, 5e du Giro della Toscana Memorial Alfredo Martini. Vraiment, il a fait du très gros travail. Vainqueur à Val di Zoldo. Et pourtant, il y avait du monde dans l'échappée à Val di Zoldo, parce qu'il y avait Thibaut Pinot, Barguil, Derek Guy, pareil Pinte, Frigo. C'était quand même une échappée vraiment de costaud. Et derrière, ils n'ont jamais eu énormément d'avantages, en plus, dans l'échappée. Ouais, non, il a été très solide, Zana, cette année. 3e également à Fondsambronais. Aussi dans les étapes. Et puis un gros travail, il a fait un énorme travail aussi pour Eddie Dunbar en tant qu'équipier. Donc non, très très solide Zana. Moi, il m'avait pas marqué son titre de champion d'Italie, bon, du côté de la Bardiani. Ça m'avait pas marqué plus que ça, mais je l'ai trouvé vraiment très très bon. Très très solide sur la saison. Donc vraiment très intéressant pour les années futures. Oui, parce que la Bardiani, il a remporté le classement des jeunes du Tour du Limousin en remportant la 7e place, 4e de le Saskatour en 2022, vainqueur de l'Adriatica Unicares et vainqueur donc du championnat d'Italie. Et sur le Tour d'Italie, il avait pris des échappées, mais où il était lâché assez vite dans les échappées. Là, c'était un acteur majeur de ces échappées, comme Derek Guy. C'est ce qui a fait la différence sur cette année 2023. On passe tout de suite au grand vainqueur de ce classement. La grande révélation de l'année 2023, Benelli. Autant j'ai eu des doutes sur certaines places du classement, autant pour moi, la révélation 2023, mais 3 km devant tout le monde, c'est Benelli. Benelli 2022, pour moi, son seul fait d'arme, c'est d'attaquer à 10 bornes de l'arrivée à Milan-Turin. Voilà. Quand je le vois attaquer à Milan-Turin, je ne m'imaginais pas qu'un an et demi, même pas après, c'est-à-dire qu'un an, une grosse année après, il soit dans le match sur l'Amstel face à Pogacar. Je ne me disais pas, tiens, il va aller remporter une étape du Giro en costaud, qu'il allait remporter une étape du Tour du Luxembourg. L'étape du Tour du Luxembourg, faut aller la chercher en plus celle-là. Hein. Il fait 40 bornes en solitaire. Ça, il a été impressionnant. Je dirais que ma seule déception pour moi, c'est les championnats du monde, parce que quand tu vois la difficulté du parcours des championnats du monde, il aurait peut-être pu tenter quelque chose, mais il a été impressionnant toute l'année. Enfin, le Giro, l'étape qu'il gagne sur le Giro à Fondsambronais, putain, il fait 70 bornes tout seul. C'est une démonstration. Il remporte également une étape sur la semaine internationale Coppi Bartali, vainqueur du jumping du Grand Prix Industria et Artigianato, 3e du Trofeo Calvia. Il fallait déjà aller la chercher cette course-là. Région Pays de la Loire Tour, il prend la 5e place sur l'étape du Mans, qui n'était pas une étape si facile que ça, et vainqueur du classement des jeunes. 2e de la Flèche Brabançonne derrière Dorian Godon, qui avait fait une énorme course ce jour-là. 2e de l'Amstel Gold Race derrière Tadej Pogacar, qui était un petit peu intouchable. 4e de Liège derrière Remco Evenepoel. Je ne sais plus qui est sur le podium de Liège derrière Remco, c'est Pidcock Buitrago, donc autant dire qu'il est quand même battu par des top coureurs.
Et il est dans le bon paquet, donc derrière sur le Giro impressionnant. Pour moi, c'est vraiment la révélation. Un coureur qui est atypique dans sa manière de courir, reconnaissable entre 1000, avec peut-être un peu sur le penché, sur le côté penché. Pour moi, alors, ils ont bien fait UF de le garder jusqu'en 2026, parce que pour moi, il fallait tout de suite. Il fallait tout de suite sécuriser son contrat. Mais c'est vrai que quand je le vois en 2022 arriver, je me dis pas, tiens, on a un super top coureur. Et la différence entre 2022 et 2023 est vraiment impressionnante en termes de résultats. Et puis même, quand tu regardes dans ces années jeunes, il y avait des bonnes choses, hein. Il remporte notamment des courses sur le Tour d'Italie. Il a remporté notamment la dernière étape à Castelfranco. Il y avait eu des bonnes choses, mais de là à aller chercher les meilleurs, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce niveau-là. Et vraiment, il a été impressionnant. Pour moi, c'est la révélation de l'année. Mais indéniable, indéniable. Et on se dit que ce coureur-là, dans les Ardennes l'année prochaine, waouh, il est capable. On peut avoir quand même, si on a un match Pogacar, Remco, Benelli, c'est alléchant, c'est très très alléchant. Et sur l'Amstel, si tu rajoutes Van Der Poel, qui est capable de faire des bons résultats sur l'Amstel, waouh. Si en plus tu as un Julien Alaphilippe qui pourrait retrouver son niveau, on peut avoir des classiques ardennaises de grands malades quand même l'année prochaine, hein. Ça va être des courses très intéressantes. Et puis en plus, qui vont être assez indécises en termes de scénario. Ça peut se déclencher à plein d'endroits différents. Surtout avec des mecs comme Pogacar, Benelli. Ouais, ça va être super intéressant. Et puis si tu rajoutes un Dorian Godon aussi sur l'Amstel, ça peut être des courses très très intéressantes. Bon, moi j'ai hâte. Puis un Benelli, je me dis sur les pavés, peut-être quelque chose à tenter aussi, hein. Sur les classiques flandriennes, les vraies flandriennes. Peut-être pas sur Roubaix, mais sur un Tour des Flandres. Peut-être quelque chose à voir pour Benelli. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager les commentaires, à mettre un pouce bleu. Il nous reste le top des meilleures équipes, le top des retraités, les deux tops féminins également, au moins qui vont être disponibles sur la chaîne. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production. Ciao ciao.